un passage est possible entre la question de savoir ce que c'est que la vertu et la question de savoir comment on calcule la surface du carré. C'est là qu'on passe du mythe de Perséphone à la géométrie. C'est-à-dire de ce qui est de plus mystagogique et mystique, voire magique, parce que le mythe de Perséphone, ça renvoie à tout ce qui est de plus archaïque de la Grèce ancienne, hein, vous vous souvenez, à ce que j'avais appelé le conglomérat hérité, en reprenant l'expression de Murray, vers ce qu'il y a de plus moderne en Grèce à l'époque, c'est-à-dire la géométrie, et qui est encore quelque chose de très très moderne aujourd'hui. Hein. Moderne, je prends le mot en un sens évidemment très général. Alors, vous vous souvenez, je l'ai redit tout à l'heure, que les rétentions secondaires collectives que nous avons le plus en commun, je l'avais dit l'autre fois, c'est ce qui constitue la langue. Hein. À travers la langue, nous héritons de rétentions secondaires collectives. Le fait de parler nous fait hériter de rétentions secondaires collectives. Apprendre à parler, c'est apprendre des rétentions secondaires collectives. Fondamentalement, quand vous apprenez à un enfant à parler, et lui apprendre à parler, c'est pas forcément lui apprendre un mot, au sens à utiliser un mot. Ça peut être discuter avec lui ou avec elle, là, dans le cas de la petite fille. Je discute avec elle, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu connais le sens véritablement de ce mot que tu utilises? La faire réfléchir. Ça s'appelle le dialogue, dit Platon, précisément. Et ce dialogue, il suppose une langue, qui est un tissu de rétention secondaire collective, qui forme un milieu pré-individuel. Et lorsque Platon, on avait déjà vu ce passage, demande à Ménon, tiens, cet esclave, je vais te montrer qu'il est capable de trouver tout seul une règle de géométrie, en lui-même, mais la question qu'il pose d'abord, sait-il le grec? S'il ne savait pas le grec, ça ne serait pas possible. Et non seulement sait-il le grec, mais dis-moi mon ami, sais-tu que cet espace est carré? Donc il ne lui demande pas simplement s'il sait le grec, il lui demande aussi s'il sait ce que c'est qu'un carré. Autrement dit, il lui demande s'il connaît la signification du carré. Il lui demande la définition du carré. Et que dans un espace carré, les 4 lignes que voici sont égales. Il est en train de produire une définition. Et l'esclave comprend qu'il s'agit d'une définition. Ça veut dire que cet esclave-là est un esclave qui est très hellénisé. Il y en avait beaucoup, hein. La plupart des esclaves qui vivaient proches, en tout cas des nobles grecs, étaient des gens qui savaient lire, qui savaient écrire, qui étaient extrêmement cultivés. Certains sont même devenus des grands savants, hein, des grands penseurs, des philosophes. Donc c'était très compliqué, cette situation à l'époque. Alors, ce que dit là, par exemple, Socrate, dans un espace carré, les 4 lignes que voici sont égales, ce ne sont pas des définitions axiomatiques, hein, on est bien d'accord. Ce sont des définitions de terminologie de géométrie plane. D'accord? Ce ne sont pas des définitions axiomatiques. Les définitions axiomatiques, elles définissent ce qu'on appelle en grec les stoikeia, c'est-à-dire les éléments. Voilà, les éléments géométriques d'Euclide. Ça, c'est l'édition que vous pouvez trouver à la BNF. Les éléments d'Euclide, l'édition française, je veux dire, les éléments d'Euclide qui définissent ce que sont les idéalités mathématiques. Ça, c'est Jean Toussaint de Santi, que j'ai eu comme professeur, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était un merveilleux philosophe corse, qui m'avait dit un jour, ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est de s'allonger au soleil à Ajaccio. Vous voyez ces petits yeux-là qu'il avait de... Il a écrit ce livre, Les idéalités mathématiques. Les idéalités mathématiques sont fondées sur des stoikeia, sur des éléments qui constituent des axiomes, en fait. Ces axiomes, des éléments d'Euclide, définissent le point, la ligne et le plan. Ce ne sont pas, pour autant, le point et la ligne et le plan de Kandinsky. Hein. Kandinsky a écrit un livre très important, qui est un manifeste de la peinture abstraite, qui s'appelle Point et ligne sur plan, qui vise aussi une idéalité. Et cette idéalité, elle est très très proche de questions qui viennent de la Grèce et de la géométrie. Et vous savez que Mondrian, pour lequel il y a eu une exposition récemment au Centre Pompidou, a rapporté la peinture à la géométrie, a rapproché la peinture à la géométrie à un point extrême, mais en même temps, une ligne de Mondrian
et un point de Kandinsky, ça n'est pas du tout une ligne et un point de la géométrie. Pas du tout, même si ça vient tout près. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes idéalités. Ce ne sont pas les mêmes points, mêmes lignes et mêmes plans qui mettent en mouvement Kandinsky, parce qu'une idéalité est une protension secondaire collective qui devient aussi une protension secondaire psychique. C'est-à-dire quelque chose qui s'intériorise à un moment donné. Et chez les artistes, l'intériorisation n'est pas du tout celle des géomètres. Un artiste n'intériorise pas les protensions secondaires psychiques, collectives de la peinture ou de la géométrie comme un géomètre. Parce que ça devient la protension d'une singularité psychique et d'une individuation psychique absolument radicale qui jamais ne pourra être dissoute dans l'accumulation du savoir pictural. Kandinsky, c'est insoluble. Ça ne se dissout pas. Alors qu'un bon géomètre doit pouvoir être entièrement dissous par les géomètres suivants. Il doit être totalement soluble dans la géométrie. Un peintre doit être absolument insoluble dans la peinture. Vous voyez, quand on dit par exemple, ce peintre, là, finalement, il est soluble dans, je sais pas, Véronèse ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'il compte pas. En fait, il a servi de marchepied comme technicien de la peinture à Véronèse, qui lui est un génie. Mais en tant que génie, il est insoluble. C'est un autre exemple du fait qu'il y a des régimes d'idéalisation qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est ce que théorisera Emmanuel Kant lorsque dans la critique du jugement, il dira un jugement esthétique en peinture ou en quoi que ce soit est un jugement réfléchissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout du même type que le jugement géométrique. Et il dira ça contre un certain nombre d'erreurs de gens qui voulaient faire une science du beau. Kant dira il ne peut pas y avoir une science du beau. Le beau ne se démontre pas. Il ne peut pas être apodictique. C'est une idéalité, c'est même ce qu'il y a de plus d'idéal. On tombe amoureux du beau, et on voit le beau là où on l'aime. Mais c'est ce rapport au beau, qui est un rapport d'idéalité, et qui est généralement l'origine de l'idéalisation même. C'est-à-dire, je la trouve belle. Augustin nous dit, je la trouve belle, Lucie, il veut se marier avec elle. Et il l'idéalise, et c'est magnifique. Et dans cette idéalité, il y a une vérité, dit Kant. Une vérité de l'art. Mais cette vérité n'est pas du tout la vérité géométrique. Donc la vérité n'est pas une non plus. Le beau n'est pas démontrable, et pourtant il est universel, dit Kant. Alors, quoi qu'il en soit, ces questions-là, ce sont des questions de régime d'idéalisation. Et chez Kandinsky, dont voici d'ailleurs la première couverture, j'aurais bien préféré que Folio choisisse non pas cette peinture de Kandinsky qui est belle, mais qui n'était pas du tout ce que voulait Kandinsky. Il avait fait cette couverture. Pourquoi ne pas avoir repris? Parce qu'elle accroche moins l'œil, elle est moins marketing. Mais c'est bien dommage. Parce que c'était ça que Kandinsky avait fait comme dessin, c'est pas une peinture, comme dessin pour son livre. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous parle de points, de lignes. Ici, c'est une ligne courbe, de plans. En l'occurrence, plan, ça veut dire surface ici. Donc, dans les éléments d'Euclide, on parle de points, de lignes et de surface. Et c'est ce que Euclide fait émerger quelques siècles après Thalès. Vous vous souvenez que pour que ça émerge, ces concepts géométriques que Euclide, pour la première fois, formulera axiomatiquement, c'est-à-dire en formant vraiment le socle de la géométrie, le socle axiomatique, en fondant vraiment la géométrie sur un corps d'axiomes, alors qui, lui, est métastable, mais extrêmement stable quand même. C'est presque du granit, il est presque aussi stable que du granit. Bon, jusqu'à ce que Riemann arrive et dézingue la géométrie euclidienne. Mais il va falloir quand même attendre plus de 2000 ans avant que ça bouge, ce socle-là. Donc, vous voyez que il y a des moments où cette métastabilité peut être extraordinairement stable. Et quand on quitte ces sols de stabilité-là, d'ailleurs, en science, c'est la panique à bord. Panique à bord. Cette crise, c'est ce qu'on appelle la crise des fondements mathématiques. Ça va être une grosse panique à la fin du XIXe siècle. Je ferme cette parenthèse. J'en avais un petit peu parlé de la crise des fondements, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le deuxième ou le troisième cours. Quoi qu'il en soit, pour que Euclide puisse arriver à la question du point, de la ligne et du plan, enfin de la surface, dans ces éléments, il faut d'abord que quelqu'un comme par exemple Socrate, s'appuyant sur une expérience qui remonte au moins à Thalès, fasse des expériences de démonstration géométrique, et pour faire
cette expérience de démonstration géométrique, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'esclave de Ménon puisse, par lui-même, de lui-même, retrouver en lui-même, en fait, la vérité du calcul de la surface du carré, nous devons tracer les 4 lignes sur le modèle de celle-ci. Tracer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais dit autrefois, ça veut dire que Socrate est obligé d'extérioriser et de mettre hors d'eux, sous forme de rétention tertiaire, le raisonnement. Ça, c'est fondamental. La géométrie, je l'avais dit tout au début de ce cours, j'avais cité Husserl, mais je vais y revenir maintenant, c'est ce qui suppose à la fois l'écriture alphabétique, en tant qu'elle permet au géomètre qui raisonne et qui, étant fatigué, mais n'ayant pas encore achevé son raisonnement, je suis Thalès, il est tard, les cigales ont arrêté de chanter, j'en ai marre de m'éclairer au suif des moutons grecs ou à l'huile d'olive. Faut que j'aille dormir, j'y arrive plus. Je vais me coucher. Je n'ai pas achevé mon raisonnement. Je n'ai pas abouti à sa formulation apodictique. Je n'ai pas produit un théorème. Donc je n'ai pas produit de géométrie. Mais je vais me coucher. Mais le lendemain, quand je vais me réveiller, que j'ai bien dormi, que je me suis bien reconstitué, je reprendrai pas à pas tout ce que j'avais noté et je vais revenir exactement là, à l'état mental où je m'étais arrêté la veille. Sans cela, il ne peut pas y avoir de géométrie apodictique. C'est ce que nous dit Husserl. Quand chaque chercheur travaille à sa place dans l'édifice, ça c'est Husserl, 1937. Quand chaque chercheur, quand chaque géomètre ici, travaille à sa place dans l'édifice, qu'en est-il des pauses professionnelles et des pauses du sommeil qu'on ne doit pas omettre ici, quand on réfléchit à la condition dans laquelle un jour la géométrie est née? Car dans ce livre, L'origine de la géométrie, Husserl ne s'est pas posé une question plus petite que celle de savoir comment est née la géométrie. Il a dit, je vais, dans cette conférence, c'est une conférence qu'il a prononcée, je vais vous dire comment, un jour, un mec a inventé la géométrie. Comment il a été possible qu'un jour, pour la première fois, la géométrie est apparue. Thalès, peut-être, probablement, mais on n'en est pas absolument sûr. Peut-être un autre, qu'on ne connaît pas. C'est drôlement gonflé de prétendre faire ça. Vous vous rendez compte ? Se demander comment un jour un type a pu passer à l'acte géométrique, c'est-à-dire passer du moment où rien comme la géométrie n'avait jamais existé, on était incapable d'idéaliser quoi que ce soit, on était incapable de concevoir ce que c'est qu'un point géométrique, etc., une droite géométrique, et d'un seul coup un type est arrivé, Eureka, et voilà, j'ai trouvé la géométrie. Voilà ce que se demande Husserl, comment ça a été possible? Il dit, quand chaque chercheur travaille à sa place dans l'édifice, qu'en est-il des pauses professionnelles? Et là, sa place dans l'édifice, au début, c'est celui qui est le début, le premier géomètre, qu'on ne doit pas omettre ici. Doit-il, quand il se remet à la poursuite de son travail actuel, Thalès avait sommeil, il était à se coucher, puis il a bien dormi, après avoir mangé des olives, le matin il boit un bol de lait de chèvre, et il recommence. Doit-il commencer par parcourir toute la chaîne prodigieuse des fondations jusqu'aux archives prémices et en réactiver effectivement la totalité? Alors là, il ne parle pas de Thalès. Il parle de n'importe quel géomètre. Il dit un géomètre, par exemple, Évariste Galois, que vous avez entendu parler de lui, un enfant prodige de la géométrie. Bon, pour avoir pu être Évariste Galois, il a fallu qu'il reparcourt toute l'histoire de la géométrie. Sinon, ce n'est pas un géomètre. Mais pour que ça soit possible, ça, il faut d'abord que Thalès puisse le faire pour lui-même. Il faut que Thalès, quand il se réveille le lendemain matin, qu'il a bien dormi, ou une semaine après, parce que peut-être, ou un an après, parce que peut-être qu'entre-temps, on est venu lui dire, Thalès, maintenant tu vas te battre, parce qu'à cette époque, ce sont des guerriers, les Grecs. Donc à un moment donné, il dit, Thalès, arrête ta géométrie, il faut aller se battre. Il faut aller se battre contre tel barbare, il faut aller envahir telle cité, etc. Bon, tu mourras peut-être. Bon. C'est la vie des Grecs, ça, de l'époque. Bon, puis il revient, il n'est pas mort, et il dit, tiens, je m'étais arrêté là. Et il s'y remet. C'est une fiction, ce que je vous raconte, bien entendu. Mais c'est une fiction absolument possible. C'est arrivé à Platon, par exemple. Platon est parti faire la guerre. Socrate est parti faire la guerre, etc. Il leur est arrivé, ces choses-là. Il est manifeste que dans ce cas, s'il ne pouvait pas
faire cela, une science telle que la géométrie ne serait absolument pas possible, dit Husserl. Si on ne pouvait pas reconstituer toute la chaîne, il n'y aurait pas de science comme la géométrie. Donc Husserl se demande, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est la ionie, vous voyez? La ionie, c'est là, hein, c'est par là. C'est là qu'était Thalès. Je vous avais montré sur une autre carte. Ça, c'est la Turquie, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle l'Anatolie. Et la ionie, c'est par là, c'est-à-dire que c'est au milieu, à peu près, de la Turquie. Là, il y avait la Lydie autrefois, ce qu'on appelle les rois de Lydie. Ce sont eux qui ont inventé la monnaie. C'est là, dit Husserl, c'est là qu'est née l'idée de la géométrie. L'idée de la géométrie. Un jour, une idée nouvelle est sortie qui s'appelait la géométrie. Idée, c'est-à-dire processus d'idéalisation. C'est là qu'est né un processus d'idéalisation nouveau qui était propre à la géométrie. Or, Husserl pose que les conditions de cette émergence qui a eu lieu là, où vous pouvez aller en voyage, c'est magnifique, c'est une région magnifique. Je vous dis ça, j'y suis jamais allé. Je suis jamais allé en Turquie. Mais j'en ai vu d'innombrables photos, et j'ai un ami, Sarkis, qui m'a dit un jour, je vais t'emmener à Milet. Il y a une maison. Sarkis est un peintre. Et il m'en a montré des photos. Husserl nous dit que l'émergence de l'idée géométrique à cet endroit-là magnifique, qui est peut-être lié d'abord au caractère magnifique du lieu, moi je crois beaucoup à ça, je ne suis jamais allé en Ionie, mais je suis allé en Grèce, et je peux vous dire que, quand vous arrivez en Grèce, particulièrement au sud du Pirée, et que vous découvrez ce paysage, cette lumière, ce vent, cette eau, ce granit, vous comprenez pourquoi la théorie des éléments est née en Grèce. Hein, et vous vous dites, le beau joue un rôle absolument majeur dans la naissance de l'idéalité. Ça, c'est absolument évident. La beauté de la Grèce est quelque chose d'absolument inouï. Alors les Corses peuvent être fiers lorsqu'ils disent que les Grecs disaient que la Corse était encore plus belle que la Grèce. La plus belle île de toute la Méditerranée, Calistée, il l'appelait. Il y a deux conditions à l'émergence de l'idée géométrique à cet endroit-là, dit Husserl, qui sont, premièrement, que cette émergence de l'idée géométrique aura supposé d'abord une expérience pratique et empirique avant la géométrie, mais qui en constitue en quelque sorte le fond pré-individuel, qui est l'expérience pratique, technique, à la fois du polissage des surfaces. Et vous savez bien que chez les Grecs, on polissait beaucoup. Qu'est-ce qu'on polissait? Le marbre. Et polir du marbre, c'est pas rien. Il faut de l'huile de coude, et ça vous fait faire une expérience assez radicale de la matière qui, en quelque sorte, vous fait dépasser la matière. Bon. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de machine à polir le marbre. Hein. C'est les hommes qui polissent le marbre. Et ce sont les sculpteurs qui le taillent au burin, etc. Il dit que par le polissage des surfaces, on peut accéder aux notions empiriques, dit Husserl, de lignes et de plans. Et finalement de points, comme intersection de lignes. Voyons ce qu'il dit. Enlevé sur les formes de choses, il y a d'abord les surfaces. Les surfaces plus ou moins polies, plus ou moins parfaites. Il y a les arêtes plus ou moins grossières et, en leur façon, plus ou moins lisses. En d'autres termes, des lignes. Des angles plus ou moins purs, des points plus ou moins parfaits. Puis de nouveau, parmi les lignes droites, par exemple, sont particulièrement privilégiées. Parmi les surfaces planes, par exemple, à des fins pratiques, les planches, que connaît bien Fred, circonscrites par des plans, des droites, des points. Alors que dans l'ensemble, et pour des usages particuliers, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est en train de nous décrire ici Husserl, c'est qu'à partir d'une expérience empirique, je m'approche, par des variations empiriques, de quelque chose qui ressemble à l'idéal qu'est une ligne pure. Je dis à l'idéal, parce que vous le savez bien, une ligne pure, ça n'existe pas dans l'espace. Puisqu'une ligne est constituée de points, qu'un point n'a pas de surface, ni de volume, et que ce qui n'a ni surface ni volume, évidemment, n'existe pas. La question que pose donc ici Husserl, c'est comment est-ce que, depuis cette expérience qui me fait m'approcher, et si j'ose dire, qui me fait désirer
la ligne pure, mais qui ne m'y a pas encore donné accès. Parce que je suis, par exemple, un marbrier. Je suis un... Comment ça s'appelle, les gens qui travaillent le marbre? Ça a un nom. Un tailleur de pierre. Voilà, je suis un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre grec. Je taille du marbre, qui est une des plus dures de toutes les pierres. Pardon? Un marbrier, on dit, ouais, un marbrier. Comment est-il possible de passer de cette expérience qui m'approche de l'idéalité, mais qui n'y a pas fait sauter sur le plan de l'idéalité, à l'idéalité elle-même? C'est ça la question. Eh bien, Husserl dit, il faut d'abord cette expérience pratique, il faut d'abord avoir taillé du marbre, il faut d'abord avoir fait des angles, il faut d'abord avoir éprouvé ce que c'est qu'une arête, et avoir constaté, ne serait-ce que esthétiquement parlant, qu'une belle arête, c'est, je passe mon doigt dessus, et c'est absolument lisse, il n'y a pas d'aspérité. Bon, et c'est ça que je cherche en tant que tailleur de marbre, ou polisseur de marbre. Je cherche quelque chose, la perfection. Mais ça n'existe pas, la perfection. La perfection n'existe que dans mon esprit, que dans mon désir. Comment vais-je passer à la perfection effective de la géométrie? Eh bien, cela va supposer l'existence de l'écriture, dit Husserl. Il faut d'abord avoir taillé, et pas simplement taillé et poli, il dit aussi il faut arpenter. Vous voyez là, il parle de l'arpentage. Il dit l'arpentage des champs et des distances routières, etc. Il faut avoir poli et mesuré, dit-il. L'arpenteur mesure, il mesure des champs. Il faut avoir donc fait une expérience numérisée de l'espace. Avoir appliqué des nombres à l'espace. Parce que l'arpenteur, il compte. C'est ça l'expérience pratique. Mais on n'est pas encore entré au niveau de la géométrie, c'est-à-dire au niveau de l'idéalisation. Pour entrer au niveau de l'idéalisation, il faut qu'apparaisse l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? C'est ce qui va permettre au géomètre qui interrompt son raisonnement, celui dont je parlais tout à l'heure, de le reprendre à la lettre exactement, là où il s'est arrêté, et en pouvant récapituler pas à pas, tous les stades de son raisonnement, devenant par là même analytique. C'est ça qui conduit à un processus d'idéalisation à proprement parler, et qui consiste en une, comme dit Husserl ici, une praxis d'un nouveau genre. Voilà, il dit ici, une praxis d'un genre nouveau à partir de laquelle naissent des formations au non semblable, mais d'un genre nouveau. Au non semblable, ça ressemble à la surface, ça ressemble à la surface dont parle le polisseur de marbre, ça ressemble à la ligne dont parle le polisseur de marbre, mais ce ne sont plus les mêmes choses. C'est la surface géométrique, c'est la ligne géométrique. Il est d'avance évident que ce genre nouveau sera un produit qui naît d'un acte spirituel d'idéalisation. D'un pensée pur, il met entre guillemets, qui a son matériel dans les prédonnées universelles déjà décrites dans cette humanité, les prédonnées universelles, c'est-à-dire la ligne, le plan, etc., que j'expérimente empiriquement, de ce monde environnant humain factice, donc ces réalités factices, lui quand il dit factice, ça veut dire qu'elles ne sont pas rationnellement prouvées, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas rationnellement prouvées, elles sont empiriques, et qui créent à partir d'eux des objectivités idéales. C'est-à-dire tout à coup des objets nouveaux, le point, non pas qui est celui, ou la ligne sur le marbre, mais le point tel que je peux en faire une figure dans le sable ou sur ce tableau, et qui tout à coup est le point au sens où l'esclave de Ménon accède à cette conception du point. Husserl dit pour ça, il faut l'écriture. Pourquoi est-ce qu'il faut l'écriture? Parce que c'est seulement dans la mesure où le contenu apodictiquement universel de la sphère des formes spatio-temporelles, invariant à travers toute variation imaginable, se trouve prise en considération dans l'idéalisation qu'une formation idéale peut naître, qui soit à tout jamais et pour toute génération humaine à venir recompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est compliqué, C'est la langue très compliquée de Husserl, le phénoménologue. Mais quand il dit qu'il soit à tout jamais et pour toute génération humaine à venir recompréhensible, ça veut dire qu'ils peuvent devenir, transmises, encyclopédiques, mais encore. Oui, tout ça est vrai. Oui, mais encore. Pédagogique, donc, enseigner donc, anamnésique. C'est-à-dire que ce que dit Husserl, c'est que à partir de l'écriture,
chacun pourra, en lisant par exemple Euclide, refaire l'expérience anamnésique d'Euclide. Et à partir de ça, avoir de nouvelles anamnèses, par exemple, contre Euclide lui-même d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu as dit enseigner, vous avez dit pédagogie, c'est tout à fait ça, c'est exactement ce dont il parle, mais dans l'optique de Platon et de Socrate. On ne peut enseigner que comme ressouvenir. Et ce ressouvenir, c'est ce qui va donner lieu à ce que Husserl appelle une intuition originaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je vais recevoir de l'extérieur, je vais le redécouvrir en moi-même. Vous savez bien ça. Si vous avez fait de la géométrie à l'école, si vous aviez un prof qui était correct, si vous n'étiez pas un élève absolument nul, vous avez vécu ça en géométrie. C'est ça l'expérience de la géométrie. Ça, c'est ce que n'importe qui a fait de la géométrie sait. Et ce que dit Husserl, c'est que s'il n'y avait pas l'écriture, ça ne serait pas possible. Qu'il y a une condition, alors que Jacques Derrida va appeler métempirique. Ça veut dire qu'elle n'est pas simplement empirique, elle traverse toute forme empirique, donc elle est plus qu'empirique. Elle n'est pas transcendantale, à proprement parler, parce que si elle était transcendantale, ce ne serait pas de la technique, ce ne serait pas artificiel. Or, l'écriture, c'est un artifice. C'est ce qui me fait dire à moi que la rétention tertiaire est la condition de la géométrie. Et c'est ce que va dire Husserl. La géométrie, qu'est-ce que c'est? C'est un universel. C'est ce qui porte l'idéalisation à son niveau de pureté, c'est-à-dire d'universalisation. Et Husserl dit c'est une condition universelle que la géométrie est valable avec toutes ses vérités dans une universalité inconditionnée pour tous les hommes. Effectivement, vous ne trouverez jamais, par exemple, un Chinois, je vais revenir sur la Chine, qui vous dira non, la géométrie est grecque, ça vaut pas le coup, c'est pas. Jamais vous trouverez quelqu'un comme ça. Ou alors c'est un fou, quelqu'un de pas sérieux. Jamais. Jamais vous ne trouverez quelqu'un qui a l'esprit correctement construit, qui sera capable de vous dire. Il y a des gens qui vous diront on peut contester la géométrie euclidienne, on peut contester la critique riemannienne de la géométrie euclidienne, on peut contester Lobachevsky, etc. Mais on ne peut pas contester le caractère universel des acquis de la géométrie. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas contester un théorème de géométrie. On peut en contester la démonstration. C'est pas la même chose. Mais il ajoute les présuppositions principielles de cette conviction, qu'il ne conteste évidemment pas, c'est lui qui en est le plus convaincu que n'importe qui d'autre, n'ont jamais été sondées, parce qu'elles n'ont jamais été sérieusement problématisées. Husserl écrit ça, et puis il meurt. Je vous le signale en passant. Husserl a dit ça, et il est mort. C'est la fin de l'œuvre de Husserl. J'insiste sur ce point, parce que ce que dit là Husserl vient contredire radicalement ce qu'il a dit pendant toute sa vie. Toute sa vie, à partir des années 1880, il s'est employé en tant qu'arithméticien, parce qu'au départ c'était un mathématicien, à essayer de refonder les mathématiques. Il s'est mis à faire de la philosophie avec Brentano. Il a inventé la phénoménologie. Il a construit une extraordinaire cathédrale philosophique qui est aussi rigoureuse et colossale que Kant, quasiment. Mais arrivé à la fin de sa vie, juste avant la grande catastrophe, ce qui lui a peut-être évité d'aller dans un camp de concentration, car il était juif, il a prononcé ce texte, cette conférence, puis il est mort. Conférence dans laquelle il dit, en gros, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il faut le relire de A à Z, il faut le redéfinir en totalité. Il dit, à partir de maintenant, il faut se poser la question des conditions pratiques et matérielles de construction du transcendantal, que jusqu'alors, il avait toujours dit ne pas dépendre en aucun cas des conditions matérielles. Moi, je soutiens que tout cela est essentiellement lié à la question des rétentions tertiaires, et c'est ce qu'il dit lui-même lorsqu'il parle de l'écriture. C'est la fonction décisive de l'expression linguistique écrite, de l'expression qui consigne, que de rendre possible les communications sans allocution personnelle, c'est-à-dire un dialogue interne-éthique sans locuteur, sans personne vivante. Moi, je dialogue, ce matin j'ai dialogué avec Platon et Socrate en préparant ce cours, et avec Husserl. Ils sont morts depuis longtemps, mais je continue à dialoguer avec eux, devant vous. J'essaye en tout cas. Les signes graphiques, considérés dans leur pure corporité, sont objets d'une expérience simplement sensible et se trouvent dans la possibilité permanente d'être en communauté objet d'expérience intersubjective. Mais en tant que signes linguistiques, comme tous les vocables linguistiques, ils éveillent leur signification courante, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, ce serait trop long parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Ce que décrit ici Husserl, c'est ce que j'appelle une rétention tertiaire, qui permet quoi?
de me faire accéder à des rétentions secondaires collectives qui elles-mêmes ont été des rétentions secondaires psychiques, c'est-à-dire qui ont été à un moment donné dans la tête de Husserl lui-même. Il a consigné tout ce qui lui est passé par la tête là, et il est devant nous maintenant, Husserl. Là, je suis en train de le faire apparaître devant vous à travers ce texte, à travers la traduction de Jacques Derrida. Il vaudrait mieux le lire en allemand, hein, car en allemand on aurait vraiment affaire à la pensée de... Là on a affaire à la pensée de Husserl, interprétée parce que traduit par Derrida. Bon. Quoi qu'il en soit, si on remonte un petit peu dans le texte, 3 pages plus tôt, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de rétention. Qu'est-ce que la question de la géométrie? C'est une question de rétention. Réfléchissons. La présence originale est en personne dans l'actualité de la première production, donc dans l'évidence originaire de celui du premier géomètre qui a pensé la géométrie, ne donne lieu en général à aucun acquis persistant qui puisse avoir l'existence objective. L'évidence vive est transitoire. Vous avez une idée, vous la notez pas, vous la traduisez pas, hop, elle fiche le camp. Elle s'en va, elle file. De telle sorte assurément que l'activité dégénère aussitôt en passivité dans la conscience, pâlissante et fluente de ce qui vient juste de passer. Finalement, cette rétention s'évanouit, etc., etc. Donc, ce que va permettre l'écriture, ça là, c'est la fonction décisive d'expression écrite, etc., ça va être de retenir ce truc qui fout le camp, cette mémoire qui flanche, comme dit Jeanne Moreau. Et cette rétention, je vais la tertiariser, et en la tertiarisant, je vais la rendre collective. Alors, ça, c'est ce qui va permettre d'accéder à un régime d'idéalisation dit apodictique, et dont Socrate fait avec l'esclave de Ménon l'épreuve et la preuve, en quelque sorte. Se couvre cette écriture alphabétique, car c'est d'écriture alphabétique qu'il s'agit ici, bien entendu. C'est la possibilité d'un nouveau type de transindividuation, un nouveau circuit de transindividuation qui commence avec Thalès, ou à l'époque de Thalès, et qui s'appelle la géométrie. La géométrie, c'est un circuit de transindividuation. La peinture, c'est un autre circuit de transindividuation. À l'intérieur de la peinture, il y a des sous-circuits de la transindividuation. Par exemple, l'école russe. Par exemple, Lascaux. Ce sont des sous-circuits. Lascaux est comme une espèce de début de la peinture. Quand on a découvert que Chauvet était plus ancien. Bon, je vais y revenir. Ce circuit de transindividuation, nous dit Husserl, il a la possibilité, en tant que circuit de transindividuation, comme tous les circuits de transindividuation, de dépasser la subjectivité du géomètre et du coup d'appartenir à la communauté géométrique dans sa totalité. De la même façon que chaque science est rapportée à une chaîne ouverte de génération de chercheurs connus ou inconnus, travaillant les uns avec les autres et les uns pour les autres, en tant qu'ils constituent pour sa totalité, la totalité de la science vivante, une subjectivité productrice. Ce que décrit ici Husserl, c'est la grande spirale que je vous montre régulièrement, c'est-à-dire un processus de transindividuation qui est une espèce de subjectivité collective. Je préfère appeler ça, moi, une transindividuation. Que veut dire tout cela? On va s'approcher de la fin, rassurez-vous. Je suis comme d'habitude trop long, mais bon. On s'approche de la fin, mais on n'a pas encore fini quand même. On s'en approche. Que veut dire tout cela? Ça veut dire que pour Husserl, la condition de l'accès à l'idéalité géométrique, en tant qu'elle constitue un horizon d'universalité, est l'existence de rétention tertiaire d'un type spécifique. Ces rétentions tertiaires forment la condition de constitution de ce que j'appelle un milieu noétique, c'est-à-dire d'un milieu intellectuel ou spirituel qui est constitué par des rétentions secondaires collectives qui forment des circuits de transindividuation apodictiques, c'est-à-dire démonstratives, et rationnelles en ce sens-là. Ils donnent accès à l'idéalité géométrique qui se fonde sur l'expérience d'une évidence absolument radicale, que Husserl appelle l'intuition originaire. Cette expérience suppose une explicitation, pas à pas, de son raisonnement, c'est-à-dire de ses propres règles. Et c'est pour ça que l'écriture alphabétique est la condition de sa possibilité.
Ici, on est bien obligé de remarquer à la fois, premièrement, que cette évidence dont je viens de vous parler, l'intuition originaire, dont parle Husserl, c'est ce que Platon, ou Platon à travers Socrate, qui discute lui-même avec l'esclave, appelle l'anamnèse. C'est exactement la question de l'anamnèse qu'on vient de voir là. C'est-à-dire ce dont on retrouve la mémoire en le traçant dans le sable. Mais chez Platon, ça passait par... il oublie l'écriture, il oublie que l'esclave sait lire et écrire, même s'il le manifeste de manière évidente par le dialogue, mais ça passe par l'inscription, c'est-à-dire par l'expression tertiaire dans le sable. Parce que c'est en voyant les carrés que d'un seul coup, l'esclave dit « Ah, mais évidemment, ça ne peut pas être le double du carré. » Il le voit, c'est patent. Et ça, c'est le graphéine, c'est aussi une extériorisation. Donc il y a une question qu'oublie Husserl, à mon avis, dans sa question de l'origine de la géométrie, c'est la question de la figure, du dessiné, et du dessiné d'une certaine manière. D'autre part, il faut remarquer que cette évidence suppose donc, selon Husserl, ces matériaux empiriques que sont les rétentions tertiaires et que par conséquent, ces matériaux empiriques, je veux dire là, le marbre poli, etc., je ne parle plus cette fois-ci simplement du sable ou de l'écriture, des pratiques empiriques et des pratiques techniques, et que par conséquent, ce qui donne accès à l'autre temps dont parlait Socrate à propos de l'esclave, il accède à un autre temps, c'est en fait ce que j'ai appelé, moi, l'accumulation épiphylogénétique, dont je vous ai déjà parlé, et qui commence là. Ça commence là, la condition de possibilité d'accéder à un autre temps. Cet autre temps, c'est le temps qui est gardé dans ce silex. J'en ai un dans ma bibliothèque, il n'est pas beau comme celui-là, mais il ressemble un peu à celui-là, là, vous voyez? Ça, c'est un racloir. Bon. Enfin, oui, c'est une espèce de racloir. C'est extraordinaire quand vous accédez à des machins comme ça. Et ça fait 2,5 millions d'années qu'on en produit, peut-être plus. Vous le savez, je vous l'avais dit, 2 millions après, ceux que je viens de vous montrer là, 2 millions après, il y a ça. Et puis ça se représente là, comme cela, c'est-à-dire c'est l'accumulation de l'évolution des techniques jusqu'à ce qu'on appelle l'homme moderne, au sens des préhistoriens, c'est-à-dire l'homme qui nous ressemble à nous, hein, celui qui est Cro-Magnon, si vous voulez. Hein. Et ça, c'est l'évolution de quoi? Des techniques, c'est-à-dire des supports épiphylogénétiques, de l'extériorisation mnémotechnique, qui finalement conduit à ça, c'est-à-dire après le néolithique. Je vous remonte tout ce que je vous avais montré tout à fait au début du cours, parce qu'on arrive à la fin du cours, et qu'un bon cours doit revenir au début. Je vous montre là des idéogrammes qui conduisent ensuite à ça, c'est-à-dire au coin, à l'écriture cunéiforme qu'on a trouvée entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, qui finalement conduisent à ça, c'est-à-dire à l'alphabet phénicien qui sera finalement, qu'on trouve au 14e, 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ, et qui finalement va conduire à cela, c'est-à-dire à l'alphabet grec. Vous voyez, hein, alpha, bêta, gamma, delta, etc., on peut représenter comme cela. Ça, c'est l'alphabet grec. Et ça, c'est l'alphabet dont nous nous servons toujours. Car bien entendu, nous n'utilisons pas alpha, bêta, mais nous utilisons A, B, c'est notre alphabet. C'est notre alphabet. On pourrait remonter encore à d'autres processus d'idéalisation. Parce que, et si on veut vraiment comprendre ce qui est en jeu dans ce que dit Husserl, il faut aller encore plus loin. Ce que je viens de vous dire, après... Voilà, si on reparcourt tout ça, je vous dis, bon ben voilà, il faut tout ça pour arriver à la géométrie, à l'idéalisation géométrique. Quand on a dit ça, on n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit parce qu'on n'a pas encore dit comment et pourquoi la rétention tertiaire, que ce soit celle du premier silex taillé ou celle des écritures alphabétiques des dialogues de Platon, peut engendrer de l'idéalisation sous toutes sortes de formes, mais pas simplement celle de la géométrie. Par exemple, celle-là, car ça, c'est une vache idéale. Cette vache qui a tellement ému Georges Bataille, où il a vu la naissance de l'art, elle et d'autres animaux comme ceux-là. Ça, c'est Lascaux, ça, c'est Chauvet, ça, c'est inouï. Enfin, l'autre aussi, c'était inouï. Ça, ce sont d'autres processus d'idéalisation qui se sont produits il y a 32 000 ans, dit-on maintenant. Hein.
Et entre ça et puis ça, et nous, il y a ça. Non, ah non, c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose de magnifique. C'est de ma faute. J'ai oublié le baiser de Rodin. Voilà. J'ai oublié, c'est bien dommage. Il ne faudra pas l'oublier dans le montage. Il y a l'amour. Et si je vous dis ça, c'est parce que maintenant je m'achemine vraiment vers la conclusion et que nous allons enfin commencer à lire le banquet. Mais on va quand même revenir à l'idéalisation géométrique avant. On n'a pas fini avec la géométrie. Si on veut vraiment penser l'amour, je sais que tout le monde adore penser l'amour. Il n'y a rien de plus beau que de penser à l'amour. Hein ? Eh bien, pour penser cette image que j'ai oubliée, comme c'est étrange que je l'ai oubliée, pour penser cet amour de Rodin, de cet être qui était si aimant, c'était Rodin, parce que lui c'est vraiment un sculpteur aimant. Eh bien, il faut, quand on est philosophe, il faut passer par la géométrie. Eh oui, eh oui. Et il ne faut pas simplement passer par la géométrie grecque, mais il faut aussi passer par la géométrie chinoise, par la science orientale avant les Grecs. Ça, c'est un livre d'Abel Ray. Il faut passer, par exemple, par la géométrie de Chu Pei. Car il y a une géométrie chinoise. La Chine, qui est d'ailleurs un pays de l'écriture, mais d'une écriture idéogrammatique, a une géométrie. Là, on voit Chu Pei enseigner à ses disciples la question géométrique, par des voies qui sont très 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 différentes de la voie occidentale. Mais, Abel Ray, tout comme Joseph Needham, et tout comme les Chinois que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Chine, à qui j'ai posé la question, parce que la première chose que je voulais demander quand je suis allé en Chine, la première question que je voulais poser, c'était « Que pensez-vous de la géométrie chinoise et de la géométrie européenne, enfin occidentale ?» Eh bien, ils m'ont répondu, les amis chinois que j'ai rencontrés, « Oui, ils ont raison, Needham et les autres ont raison. Il n'y a pas de géométrie démonstrative en Chine. » C'est ce que dit Ray dans ce passage. Il s'agit bien là de l'objet même des démonstrations capitales attribuées à Pythagore, c'est là, hein, en tout cas des premières démonstrations capitales de l'école pythagorienne et de la géométrie grecque, mais il s'agit uniquement de leur objet, il ne s'agit absolument pas de ces démonstrations. Nous avons les connaissances que démontrent les théorèmes grecs, nous n'avons pas ces théorèmes, ni rien qui les rappelle, d'aussi loin qu'on voudra, etc., etc. Je vous passe le détail. Il y a sûrement des gens qui contestent ce discours, mais moi je n'ai pas rencontré dans les universités chinoises de Chinois qui contestent ce discours. Je vous le dis. Hein. Parce qu'on me dit souvent, ah vous êtes ethnocentrique, vous pensez que les Européens sont les meilleurs. Non, je ne pense pas du tout que les Européens sont les meilleurs. J'ai même plutôt tendance à penser le contraire, c'est que ce sont les moins bons en ce moment, en tout cas. Mais par contre, je pense qu'en Europe s'est produit un processus qui a rendu possible quelque chose, et que sans cela, c'est ce que dit Husserl aussi, cette chose n'aurait pas été possible. Ce qui s'y est produit, c'est l'apparition de l'écriture alphabétique, dont André Leroy-Gourand dit que ça a été possible parce qu'il y avait une telle accumulation de limons, de fertilité, etc., que ça crée une accumulation primitive et un excédent de production tel que Thalès pouvait s'occuper à regarder les étoiles au lieu de s'occuper de quoi que ce soit d'autre, bon, parce qu'il y a eu de la richesse, une très grande richesse, et ça engendrait, par une série de hasards, mélange entre les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Phéniciens, les Hébreux et les Grecs, tout à coup, une forme d'écriture alphabétique que les Chinois auraient évidemment fini par inventer, si le temps avait duré sans que les Grecs le fassent, et ça s'est fait en Grèce. Donc je ne dis pas du tout que les Européens sont plus intelligents que les autres, je dis qu'ils ont eu la chance que la combinaison qui a donné lieu à l'alphabet grec se fasse là, sur leur petit caillou de la mer Égée. Cela étant, donc, pas de géométrie grecque à l'époque de Chu Pei,
Bon, après, il y a eu une géométrie chinoise postérieure. Ah non, là, j'ai fait encore une bêtise. Ça, c'est pas du tout ça. Une géométrie chinoise postérieure qui, ça, c'était, vous vous en souvenez, les éléments d'Euclide, le plus vieux manuscrit que nous ayons des éléments d'Euclide. Je l'avais montré au début du cours. Ça, bah, c'est la plus vieille géométrie chinoise qui intègre des questions qui sont traversées par d'autres cultures que l'on connaisse. Et puis, il y a Euclide. Donc, alors, revenons à Euclide. Qu'est-ce qu'il fait Euclide? Il tente d'établir apodictiquement et axiomatiquement des définitions, c'est-à-dire des rétentions secondaires collectives d'un type spécifique, et qui crée des protensions secondaires psychiques également spécifiques. Il crée la protension secondaire psychique, c'est le processus d'idéalisation qui va faire que tout à coup, Thalès ne va plus avoir un truc qu'en tête, c'est comment je vais démontrer mon théorème. Et ça ne va plus le lâcher. Ça va devenir, sa libido va être absorbée par ça. Et sûrement que sa femme va s'en plaindre, va lui dire arrête de t'occuper de ta géométrie. En tout cas, sa servante va s'en plaindre, qui était peut-être d'ailleurs sa maîtresse. Parce qu'elle va dire à force de regarder les étoiles, tu vas tomber dans le puits. Vous connaissez ça. Ça, c'est une description des éléments d'Euclide. Je vous l'indique parce que vous la trouverez sur le web. Elle est bien faite, elle vous explique ce dont traitent les manuscrits. Le livre 1, ben on va se pencher sur le livre 1. Qu'est-ce qui donne le livre 1? Les premières définitions. La définition du point. Semeion estin ou mesos ou dem. Qu'est-ce que ça veut dire? Un point est ce dont la partie est nulle. Vous vous rendez compte d'une définition, ça? C'est pas génial. Un point. Vous voyez bien que là, on n'a plus affaire au point du polisseur de marbre, du marbrier. Hein. On a bien affaire au point du géomètre. Un point est ce dont la partie est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un point n'a pas de partie. C'est incroyable, quelque chose qui n'a pas de partie. Il y a des commentaires. Et qu'est-ce que disent ces commentaires? La première définition s'applique au point, c'est là. Excusez-moi, c'est écrit trop petit, je suis désolé. Et Euclide le définit comme étant ce dont la partie est nulle, c'est-à-dire qu'un point n'a ni largeur, ni longueur, ni hauteur. Sa dimension est donc 0. Il forme un tout, il est indivisible. C'est donc qu'un point est un élément premier, un élément primitif, un stoikaion. C'est-à-dire ce dont voilà, c'est la racine, c'est l'origine de toute chose. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, sauf à dire qu'ils insistent sur le fait que c'est un raisonnement déductif. Les prochaines définitions s'appuieront donc logiquement, on définit d'abord le point. Ensuite, les prochaines définitions s'appuieront donc logiquement sur les termes précédemment définis. C'est-à-dire que Euclide va s'interdire d'employer des mots qu'il n'a pas déjà définis. Et donc il est en train de construire un système, vous vous souvenez, de rétention secondaire collective, c'est-à-dire de transindividuation, absolument rigoureux, où un terme est totalement dépendant de tous les autres. C'est ce que j'appelais un système métastable, extrêmement stable. D'accord? C'est la base d'un système axiomatique, donc déductif. Ce en quoi on est en train d'entrer là, mais ce n'est pas avec Euclide. Euclide ne fait qu'expliquer ce qui s'est passé avec Thalès, c'est-à-dire 4 siècles avant lui. C'est la déduction. On est passé de l'induction, c'est-à-dire du savoir empirique. Qu'est-ce que c'est que l'induction? C'est quelque chose qui fait que je fais ça, oh non, pas avec ça. Je fais ça, ça tombe, je fais ça, ça tombe. Je vais à un moment donné, je vais dire, tout a un poids. Hein, ça, c'est un savoir empirique. Quand je suis Newton, je ne vais pas dire ça. Je vais déduire la gravitation universelle, non pas de l'observation, mais d'un raisonnement apodictique. D'accord? C'est-à-dire entièrement démonstratif. Je vais poser des axiomes de la physique. Je vais dire que tout corps a une force d'attraction, que cette force d'attraction crée un processus de gravitation, parce que le génie de Newton, ça va être de renverser le raisonnement. Hein. Il ne va pas dire la pomme a un poids, il va dire la terre a un pouvoir d'attraction. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un renversement complet. D'accord? Et c'est ce que j'appelais au début de mon cours une conversion. Je vous rappelle que Newton se définit comme un philosophe. Hein. Et je vous ai dit que la philosophie, c'est un processus de conversion. Si on n'est pas capable d'accepter ces conversions, ce n'est pas la peine d'essayer de faire de la philosophie. Revenons à notre point de départ. Là, je m'achemine vraiment vers la conclusion. Je vais vraiment m'arrêter.
La connaissance anamnésique, vous disais-je, pas dans le cours précédent, mais dans celui d'avant, viendrait des prêtres et des poètes honnis par Platon. Vous vous souvenez? On était dans le Ménon, Platon est enquiquiné par l'aporie de Ménon, pas Platon, Socrate, et d'un seul coup Socrate dit, bon, d'accord, tu dis ça? D'accord. Il faut lire le mythe de Perséphone. Et je vous disais, mais c'est quand même incroyable, que Platon, qui a toujours voulu s'opposer à la connaissance traditionnelle, qui est en fait pas une connaissance pour lui, mais une croyance, lui qui a fait l'opposition entre croyance et connaissance, c'est-à-dire savoir, tout à coup on appelle aux prêtres et aux poètes, comme dit Socrate. Hein. Le but de ce cours, c'était de comprendre le sens de cette référence à Perséphone et la portée de son paradoxe. C'est ça le but de ce cours. Ni plus, ni moins. Mais c'est beaucoup. Par là, nous avons essayé de comprendre la nécessité de la question de l'anamnèse, à laquelle Jerry Fodor n'a rien compris, dont on parlait l'autre fois, ni lui, ni Noam Chomsky. Parce que si vous lisez ce que dit Fodor, on en parlait avec Caroline à midi, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Lui, il dit, en fait, ce que dit Ménon, c'est qu'on a tous dans la tête le théorème géométrique inscrit, câblé dans les neurones. C'est absolument ridicule. Absolument pas de ça dont il s'agit. L'anamnèse n'est pas cela. Je soutiens que Socrate, et Platon à travers lui, ont raison de poser que toute connaissance est un processus d'anamnèse. Je le soutiens. J'ai le même point de vue. En revanche, si je défends ici cette nécessité de l'anamnèse, de la connaissance pensée comme anamnèse, je récuse la position, je vous l'avais déjà dit, qui consisterait à soutenir qu'on peut faire l'anamnèse, que ce dont on peut faire l'anamnèse, est retrouvé comme un souvenir qui viendrait en nous, viendrait d'une âme immortelle ou d'une vie immortelle de l'âme. Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme. Ou plus exactement, c'est pas comme ça que je le dirais. Parce que c'est peut-être pas vrai en plus. Ce que je dirais, c'est qu'en tant que philosophe, dans tous les cas, je récuse la possibilité de se référer à l'immortalité de l'âme pour penser. Je ne le fais pas je ne récuse pas ainsi pour le pur plaisir ou par principe, par une espèce d'idée préconçue qui fait qu'on n'aurait pas le droit de se référer. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se référer à l'immortalité de l'âme? Hein? Non, c'est pas une pétition de principe, c'est parce que l'immortalité qu'introduit Socrate, qu'introduit Platon à travers une façon d'interpréter ce qu'avait dit Socrate sur l'Hadès, c'est ce qui oublie le caractère pharmacologique des mortels. Et je vous rappelle que ce qui est en jeu dans les mystères d'Éleusis, ce qui est très important dans la référence à Hadès, où d'abord, les Grecs disent toujours, les âmes qui sont dans l'Hadès ne peuvent pas être immortelles, parce qu'être immortelle, c'est devenir un dieu. Elles peuvent être appelées par les dieux et devenir des héros, c'est-à-dire des demi-dieux, mais ce n'est pas la même chose. Ce que disent donc ces Grecs, c'est que ce que, en aucun cas, un mortel ne doit oublier, c'est sa mortalité. C'est-à-dire, c'est que, non, il ne maîtrisera jamais la physique nucléaire comme Zeus. La physique nucléaire, c'est le feu de Zeus. Et la physique nucléaire, c'est une idéalité scientifique. Mais une centrale nucléaire, ça n'est pas une idéalité scientifique. C'est un objet technique, c'est un pharmacone. Et qu'à partir de là, quand on se prend pour des dieux, quand on croit qu'on peut accéder à une mémoire pure, comme Chomsky le croit par exemple, eh bien, on est capable de faire des systèmes experts dont on s'imagine qu'ils vont régler tous les problèmes et qui, en fait, conduisent à une catastrophe absolument colossale. Je refuse de fonder la rationalité sur un tel postulat de l'immortalité de l'âme, par ailleurs, parce qu'il conduit nécessairement à l'opposition de l'âme et du corps, c'est-à-dire à la diabolisation du corps, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le diable au corps aussi, c'est-à-dire à l'exaspération des pulsions. Si on condamne le corps, alors, évidemment, que saint Antoine ne peut être qu'obsédé par le corps. Et très mal tourné, comme certains personnages de l'Église ont très mal tourné. Et je pense qu'il faut dépasser la culpabilité et qu'il faut repenser la honte. C'était ce que disait Nietzsche aussi, et c'est Nietzsche qui m'a beaucoup inspiré dans ce chemin-là. En revanche, je pose que cette question de la connaissance, telle qu'en effet elle ne peut pas ne pas se transformer en une question de l'anamnèse, ne peut pas avoir d'autre réponse, en tant que question elle exige une réponse, que mystagogique. C'est-à-dire que je ne suis pas un rationaliste
tel que certains se définissent en disant les rationalistes, ce sont ceux qui sont capables de tout démontrer, de tout calculer, de tout fonder. Non, je ne crois pas qu'on puisse tout calculer, tout démontrer et tout fonder. Je crois qu'il y a des dimensions non apodictiques de l'idéalité et qu'elles sont même les conditions de possibilité de l'idéalité, de l'idéalisation apodictique. Je crois que, par exemple, pour qu'il y ait de la géométrie, il faut d'abord qu'il y ait de l'amour. Et que l'amour, ça n'est pas du tout la géométrie. Je crois que cette mystagogie, c'est celle de l'amour, c'est celle qui va, à travers la question de l'amour, constituer la question, c'est là qu'on va commencer à regarder le banquet, maintenant on y arrive vraiment au banquet, de l'immortalité de l'amour. Car dans le banquet, ce que dit Socrate, ça n'est plus que l'âme est immortelle, mais que l'amour est immortel. Et c'est pas la même chose. Vous allez me dire, mais pour qu'il y ait de l'amour, il faut une âme. Ah oui. Mais, qu'est-ce que veut dire immortalité de l'amour? Est-ce que ça veut dire immortalité de l'âme? Certainement pas. C'est ça l'enjeu du banquet que nous allons enfin commencer à lire. Je vais vous parler, à propos du banquet, d'amour et de refoulement. Mais avant, je reviendrai sur le ménon et sur la géométrie. Encore une fois, une dernière fois. Je vais vous parler de l'amour et de l'immortalité, de ce qui lie l'amour à l'immortalité, mais non pas à l'immortalité de l'âme, mais à l'immortalité de mon amour pour l'objet de mon amour. À ce qui serait plus fort que la mort, autrement dit. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas mortel, mais ça serait plus fort que la mort. Et c'est cela dont il est question dans le banquet, lorsque Phèdre, le jeune Phèdre, invité chez Agathon pour fêter sa victoire au concours de tragédie, Phèdre invité, donc, comme un certain nombre d'autres, à faire l'éloge d'Éros, amour, on traduit par amour en français, consacre une partie de son propos à l'histoire d'Alcès et d'Admète. Voici Alcès et Admète, en voici d'autres représentations magnifiques, un peu... Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs celle-là, je l'ai trouvée tout à l'heure juste avant de finir. Qu'est-ce que dit Phèdre dans le banquet? Voilà encore des représentations mais grecques cette fois-ci. Qu'est-ce que dit Phèdre? Il dit, il est certain que les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre. Et je ne parle pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. La fille de Pélias, Alceste, en fournit à la Grèce un exemple probant. Seule elle consentit à mourir pour son époux, alors qu'il avait son père et sa mère, et son amour dépassa de si loin leur tendresse, c'est-à-dire que l'amour d'Alceste dépassa tellement la tendresse des parents d'Admète, qu'elle les fit paraître étrangers à leur fils, et qu'ils semblèrent n'être ses parents que de nom. Et sa conduite parut si belle, non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, qu'elle lui valut une faveur bien rare. Parmi tant d'hommes auteurs de tant de belles actions, on compterait aisément ceux dont les dieux ont rappelé l'âme de l'Hadès. Ils rappelèrent pourtant celle d'Alceste par admiration pour son héroïsme. C'est ça les héros grecs, hein, ce qu'on appelle les héros, ou les demi-dieux, car ça veut dire demi-dieu, héros. Hein. Tant les dieux mêmes estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour. Au contraire, ils renvoyèrent de l'Hadès Orphée, fils d'Égros. Sans rien lui accorder, ils ne lui montrèrent qu'un fantôme de la femme qu'il était venu chercher, au lieu de lui donner la femme elle-même, parce que, n'étant qu'un joueur de cithare, il montra peu de courage et n'eut pas le cœur de mourir pour son amour, comme Alceste, et chercha le moyen de pénétrer vivant dans l'Hadès. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans l'Hadès sans mourir. Et que ce qui est immortel, ce n'est pas Alceste, ou ce n'est pas Orphée, ou ce n'est personne. Ce qui est immortel, c'est la reconnaissance des dieux pour Alceste, et à travers les dieux, de nous. Nous reviendrons la semaine prochaine sur tout cela, et nous reviendrons aussi sur un point qui est
un extrait de Ménon, là encore. Juste après Perséphone, juste après le récit du mythe de Perséphone, Socrate dit à Ménon, dans le mythe de Perséphone, il a dit « Les âmes reviennent, elles sont rappelées par Perséphone régulièrement, etc., etc. Elles sont immortelles. » Atanata. Immortelles. Donc, puisque l'âme est immortelle et qu'elle a vécu plusieurs vies et qu'elle a vu tout ce qui se passe ici et dans l'Hadès, il n'est rien qu'elle n'ait appris. Aussi n'est-il pas du tout surprenant que, sur la vertu et sur tout le reste, elle puisse se souvenir de ce qu'elle a su auparavant. Comme tout se tient dans la nature, et que l'âme a tout appris, rien n'empêche qu'en se rappelant une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, elle ne retrouve elle-même toutes les autres. Qu'est-ce qu'il est en train de décrire ici, Socrate, selon moi? Il est en train de décrire des connexions entre des rétentions secondaires collectives, qui sont toutes liées les unes aux autres. Et si j'en retrouve une, à partir du moment où je la tire, je tire toute la plotte. Il est en train d'expliquer qu'en fait, tout ce champ mnésique qui est conservé par les rétentions tertiaires, c'est pas ça qu'il dit. Mais c'est ça que ça veut dire pour moi. Hein. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut l'interpréter. Eh bien, ce sont des processus rétentionnels enfouis. Ce sont des rétentions secondaires collectives, mais qui sont aussi porteuses, comme toutes les rétentions, de protensions secondaires collectives. Et ces protensions secondaires collectives, ce que je soutiens, c'est qu'elles ont été refoulées. Je vous donne un exemple célèbre. Galilée. Ou encore un autre, j'arrive plus à retrouver son nom, Giordano Bruno, contemporain. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Galilée? Pardon? Il a été condamné, emprisonné, il a failli être brûlé vif, et Giordano, lui, l'a été. Et Giordano l'a été. Qu'est-ce qui est arrivé très 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 souvent à ceux qui avaient des anamnèses au sens de Platon, c'est-à-dire qui étaient tout à coup suffisamment capables d'intuition originaire, pour parler comme Husserl, pour pouvoir dire que, eh bien finalement, il fallait renverser l'ordre de l'univers, qu'il fallait absolument plus voir l'univers comme on l'avait vu, et que depuis Copernic, à partir de qui Galilée parle, il fallait totalement repenser l'astrophysique. Ah ben, il est arrivé qu'on les a très souvent poursuivis. Socrate lui-même, il a dû boire la ciguë. Ça signifie qu'en fait, très souvent, quand il y a des rétentions secondaires collectives cohérentes, très puissantes qui se constituent, ça dérange la société. Et cette société accable, elle fait du pharmacone un pharmacos, c'est-à-dire un bouc émissaire. Elle dit « à mort » le philosophe, « à mort Socrate »,« à mort Giordano Bruno ». Ou pas forcément à mort, mais exilé, persécuté, etc. Ou bien tais-toi, sinon tu seras persécuté. Et certains se taisent, bien entendu, parce que c'est normal, on tient à sa peau. Mais ça ne sont pas forcément des pressions de destruction et de mort, ça peut être d'autres formes de pression. À notre époque, ce sont d'autres types de pression qui existent. Mais ça crée des refoulements. Et ces refoulements qui se produisent, le mot de refoulement, vous savez, je le prends ici chez Freud. Ces processus de refoulement, dont Freud nous dit qu'en fait le désir est toujours en train de subir des refoulements, des processus de refoulement. Eh bien, ces processus de refoulement, ils appartiennent à ce qu'on voyait tout à l'heure avec Kant dans l'insociable sociabilité, avec ces deux tendances dont je vous parlais tout à l'heure. Une tendance, je dirais, à aller vers l'autre, ça s'appelle Eros. Et une tendance à détruire l'autre, ça s'appelle Thanatos. Nous sommes tous porteurs de cela, Eros et Thanatos. Et c'est le jeu d'Eros et Thanatos qui fait ces processus de refoulement, mais qui ne sont pas simplement des refoulements individuels. Ça, c'est ce que nous vivons tous. Parfois, ça peut nous amener sur le divan du psychanalyste ou à l'hôpital psychiatrique, où ça peut nous rendre infiniment malheureux. Mais il y a aussi des refoulements collectifs. Et ces refoulements collectifs sont absolument fondamentaux. Ils sont à la base de l'histoire du savoir. Et les grands savants, ce sont ceux qui viennent lutter contre ces processus de refoulement et qui sont capables de les dépasser en se faisant reconnaître par les autres, c'est-à-dire capables de produire la transindividuation. Souvent en retard. On n'a pas reconnu Galilée tout de suite. Giordano Bruno, on l'a reconnu, mais il a fallu qu'il subisse l'épreuve du feu. Et en général, les grandes pensées
arrivent, comme dit Nietzsche, à pas de colombe, c'est-à-dire qu'elles ne se font pas annoncer à l'avance par des trompettes de la renommée. On va s'arrêter là, pardon d'avoir